l'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Nicolas Bertrand, vice-président du conseil départemental de Seine-Maritime, en charge entre autres de la jeunesse et de l'éducation et des collèges, président de la communauté Bray EAVI, adjoint au maire des Grandes Ventes et conseiller départemental du canton de Neufchâtel-en-Bray. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Nicolas Bertrand, bonsoir. Bonsoir. On va découvrir un peu votre travail tout à l'heure. Auparavant, on détaille votre carte de visite. Vous avez 35 ans, vous êtes marié, papa de 2 enfants, vous avez fait des études de droit à Rouen, vous êtes doté d'une licence en administration publique, vous êtes un jeune cadre, comme on dit, de la fonction publique territoriale. Vous avez notamment exercé, et vous exercez toujours au sein de la Comcom de la Côte d'Albâtre. Vous êtes fidèle au parti Les Républicains, tout comme à la présidence de l'association Loisirs Animation Jeunesse de votre commune, l'amicale des boulistes ou des sapeurs-pompiers, des Grandes Ventes. Notons, et cela vous tient à cœur, que vous êtes aussi médaillé de la jeunesse et sport et de l'engagement associatif. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. On n'a rien oublié, Nicolas Bertrand, portrait à peu près exact. Oui, c'est bon. Si vous n'aviez pas eu la compétence jeunesse et éducation au département, on a l'impression que le dossier des personnes âgées, la solidarité, ou même celui des anciens combattants et du devoir de mémoire, vous aurait tout autant convenu. Oui, effectivement, ça aurait pu être une délégation qui m'aurait été confiée par le président Martin. Je l'aurais exercée tout comme la jeunesse et l'éducation, avec beaucoup de disponibilité et beaucoup de passion. Ça montre l'attachement que vous avez en fait à l'humain. Vous savez, quand on est conseiller départemental, je crois que c'est un mandat que l'on exerce avec beaucoup de proximité, beaucoup de disponibilité. Et il est vrai que les valeurs humaines sont importantes. Donc oui, ça résume effectivement assez bien l'implication que j'ai à l'échelon local. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un jeune élu et pourtant vous êtes baigné dans la politique depuis très longtemps. C'est vrai que vous l'avez dit, 35 ans, mais j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement Annick Bocandé, qui est toujours maire des Grandes Ventes, qui est une figure de la politique locale en Seine-Maritime. Et dès l'âge de 14-15 ans, tout en étant délégué de classe au collège, puis après délégué dans les différentes instances au lycée, j'ai participé aux réunions du conseil municipal et très vite elle m'a demandé, de toute façon si elle ne m'avait pas demandé je lui aurais fortement suggéré de rejoindre sa liste. Et effectivement en mars 2001 je rejoins le conseil municipal des Grandes Ventes, donc ça fait bientôt 18 ans déjà. J'ai été enquêté un petit peu sur vous. On dit avec plaisir que vous êtes un petit peu un intellectuel de terrain, qu'on a plaisir en tout cas à jouer au foot, à faire une partie de cartes avec vous. Oui, c'est naturel. Je ne m'efforce pas, effectivement. Élu de terrain, élu de proximité. Il est vrai qu'avec aujourd'hui différentes responsabilités, notamment au niveau du département, les habitants de ma commune me croisent peut-être un peu moins, mais en tout cas, j'essaie toujours de rester connecté. Je crois aujourd'hui que c'est ce que la population demande, et être élu dans une commune de moins de 2000 habitants, il est important de s'intéresser aux habitants. Je m'efforce de trouver toujours un peu de temps pour aller chercher ma fille à l'école. Je crois que c'est aussi ça, être élu, pouvoir être abordé par la population. Question politique qui fâche un peu plus. Le département de Seine-Maritime doit-il compenser la baisse des aides de l'État pour financer les contrats uniques d'insertion qui interviennent dans les collèges ? Vous l'avez dit, comme beaucoup de départements, mais peut-être encore plus en Seine-Maritime, nous héritons d'une situation financière particulière. Moins d'argent de l'État. Plus d'1 milliard de dettes, et puis effectivement des dotations en baisse sur les contrats aidés. Bien sûr que ça a été un coup difficile pour les collectivités, peut-être tout particulièrement au niveau des collèges. Néanmoins, le département maintient ses engagements financiers, puisqu'on mobilise chaque année 600 000 € pour les contrats aidés.
Oui, on rappelle que c'était 90% que l'État intervenait dans ce financement de ces emplois aidés, le département pour les 10 restants. Or, la part de l'État va passer à 60%. Selon votre majorité, cela concernerait 200 contrats, alors que l'opposition en stigmatise plus de 800, rien que dans l'Académie de Rouen. Enfin, ce sont des chiffres, etc. On rappelle que vous avez en charge 109 collèges dans votre département, établissement que vous visitez tout au long de votre mandature. Vous avez commencé et vous avez continué. Vous avez évoqué lors de votre visite, je crois, à Neuchâtel, ce qu'on appelle le plan Ambition Collège 2017-2024. Réhabilitation, reconstruction, etc. On peut en savoir un peu plus sur ce dispositif ? Bien sûr. 109 collèges, vous l'avez dit, 109 collèges publics au sein du département. Nous avons voté quelques mois après notre arrivée. Ça fait 50 000 élèves à peu près, oui, c'est ça, 50 000 collégiens. Un plan effectivement ambitieux, d'où son nom, 350 millions d'euros, parce que après les solidarités, les collèges, c'est une compétence effectivement obligatoire et principale au niveau des départements. Et il y a nécessité de réhabiliter, de reconstruire. Donc nous avons ciblé un certain nombre d'établissements après avoir eu un diagnostic assez précis de la part des services. Et ce sont jusqu'en 2023 une quinzaine d'opérations qui seront ciblées. Ça passera par de la réhabilitation, de la reconstruction, avec notamment un collège sur Le Havre. Le Havre, où nous avons encore 15 collèges. Nous en avons fermé un il y a quelques temps, compte tenu d'une situation de sous-effectif. Ça passera également par la reconstruction et la réhabilitation d'équipements sportifs, et également les cuisines pour les demi-pensionnaires, sachant qu'aujourd'hui, un collège, c'est environ 20 millions d'euros, et puis un équipement sportif ou une cantine, c'est 2,5 millions d'euros. Donc 350 millions d'euros, c'est pas rien. Et à cela, il convient d'ajouter chaque année des gros travaux que l'on réalise dans nos collèges sur la période estivale, où on mobilise un peu plus de 6 millions d'euros pour ces gros travaux dans les établissements scolaires. Il y a un autre dispositif qui fait parler en bien, c'est le dispositif Solo 76 qui a été lancé au collège Braque de Rouen, je crois. Tout à fait, il y a quelques jours. Une douzaine d'autres vont l'expérimenter. C'est une plateforme numérique d'aide scolaire qui permet aux collégiens de réviser leurs cours en ligne depuis chez eux, depuis leur domicile. Une initiative départementale qui n'existe pas, je crois, dans d'autres départements, en tout cas dans leur. On est sur un dispositif assez innovant. Nous avons généralisé les espaces numériques de travail. Je crois aujourd'hui, quand on est collégien, bien sûr, on est forcément connecté. Donc aujourd'hui, tous les collèges de Seine-Maritime disposent d'un accès numérique. Ça veut dire depuis chez vous, que vous soyez parent, que vous soyez élève, que vous soyez professeur, vous pouvez vous connecter depuis votre tablette, depuis votre iPhone. Et on a voulu lancer effectivement un dispositif à titre expérimental. Alors peut-être pas comme d'autres départements normands, mais en tout cas d'autres départements en France l'avaient. Solo 76, c'est quoi ? C'est une plateforme de révision qui permettra aux élèves dans cette dizaine de collèges préfigurateurs d'avoir accès à différents logiciels de révision. D'accord. Tout cela sous forme ludique, mathématiques, français, histoire. Et ça permet également de pouvoir revenir sur des acquis et sur des bases des années précédentes. Contrôlé par un prof ou pas du tout ? Non, c'est pas contrôlé. Il travaille tout seul ? Il travaille exactement, on est sur une aide individualisée aux devoirs à domicile. Vous avez le dispositif Devoirs faits qui a été lancé par l'État, où là vous êtes en contact avec des professeurs ou des assistants d'éducation, mais vous êtes sur le temps scolaire. Oui. Et en parallèle de cela, et je dirais en complémentarité, nous voulions avoir ce dispositif à domicile. Donc on l'a lancé effectivement, vous l'avez dit, au collège Braque à Rouen il y a quelques jours, donc sur les Hauts de Rouen. Et puis on dressera un bilan à la fin de cette année 2018, voir s'il est judicieux de le généraliser à l'ensemble des départements de Seine-Maritime. C'est des élèves qui sont en difficulté ou pas du tout ? Pas forcément. On a souhaité, je dirais, avoir un équilibrage du territoire. Donc on retrouve des collèges ruraux, des collèges urbains, des collèges en politique de la ville. D'accord. Dans le prolongement des parcours éducation à la citoyenneté, lutte contre les discriminations et vivre ensemble, le département de Seine-Maritime a adopté l'an dernier un dispositif de formation des 580 classes de 3e à la prévention des dérives radicales. Est-ce qu'on peut déjà en tirer un premier bilan ? On sait que ça continue tout le temps, mais est-ce que déjà c'est positif ce qui s'est passé ? Oui, la prévention de la radicalisation aujourd'hui, les attentats entre bien sûr, c'est une priorité des collectivités.
Et nous avons souhaité mettre en place pour l'ensemble des troisièmes ces actions. Donc on passe avec différents organismes. Les élus que nous sommes, on a notamment eu l'occasion d'assister à des séances et les retours sont bien évidemment plus que positifs. On fait intervenir notamment des comédiens, ça veut dire qu'avec une approche ludique, ça permet véritablement de faire passer les messages qui vont bien autour de la prévention de la radicalisation. Vous avez, sur un autre sujet, inauguré le mois dernier la nouvelle demi-pension du Collège Mendès France de Lillebonne, dans laquelle le département a investi près de 2 millions d'euros. La Seine-Maritime, de plus d'être un département solidaire, ça on le savait, est l'un des plus actifs sur la jeunesse. Est-ce que cela vous facilite la tâche au quotidien ? Oui, je crois effectivement. D'être épaulé comme ça tout le temps. La jeunesse, bien sûr, quand on touche aux jeunes, on touche également au système éducatif. Priorité à la jeunesse, mais je souhaite effectivement, avec le président Martin, aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tenir des assises de la jeunesse au mois d'octobre. L'idée, même si aujourd'hui on fait beaucoup, vous avez raison, c'est de proposer un nouveau plan jeunesse en session plénière au mois de décembre pour proposer de nouveaux axes et peut-être notamment autour de la mobilité, parce que je crois quand on est en Seine-Maritime, on a cette problématique. La vie associative en Seine-Maritime, elle se porte bien ? Oui, elle se porte bien. Malgré... bien sûr qu'il y a cette crise du bénévolat. Je ne crois pas qu'il y ait, ceci dit, moins de bénévoles. On a peut-être une forme de bénévolat différente par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, par rapport à nos modes de vie. Mais en tout cas, si vous voulez notamment avoir le volet jeunesse, les jeunes continuent à s'investir. Certains disent que les associations devront maintenant plus se spécialiser, voire être un peu plus professionnelles dans leur façon d'aborder les tâches et les sujets qu'elles proposent. Les petites associations sont amenées à disparaître ou alors à se regrouper. Le monde associatif est en mutation, il y a maintenant Internet, etc. C'est difficile pour certaines associations qui sont dans des milieux ruraux d'exister en tout cas. Oui, et puis au-delà de ça, je crois également qu'il faut que les associations revoient aussi peut-être leurs sources de financement. On est passé de l'obtention de subventions de fonctionnement classique, où il y a 10 ou 20 ans que vous frappiez à la collectivité, vous aviez automatique, vous avez raison. Aujourd'hui, on est plus sur une notion d'appel à projet, mais il faut vivre avec son temps. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Je reçois Nicolas Bertrand, vice-président du conseil départemental de Seine-Maritime, en charge de la jeunesse et de l'éducation. Vous avez proposé dernièrement le recrutement, là on revient sur votre comité de communes, le recrutement de 2 jeunes en service civique. Comment ça va justement la jeunesse sur votre territoire, même si l'emploi a du mal à décoller ? Écoutez, nous organisions il y a quelques jours, fin avril, un forum Job été sur Neufchâtel-en-Bray parce que c'était des manifestations organisées sur Rouen, organisées sur Dieppe, organisées sur le Pays de Caux, pas sur le Pays de Bray. Ça a été un véritable succès. 300 jeunes se sont déplacés. Donc ça prouve que la jeunesse elle a toute sa place en Pays de Bray. Et puis moi je souhaitais effectivement au niveau de ma communauté de communes que l'on montre l'exemple. Parce que les services civiques, même si on est sur un dispositif État, si les collectivités ne proposent pas de mission, bien sûr c'est plus difficile pour les jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle 2 services civiques en mission seront recrutés à la communauté de communes à partir de septembre. Un je pense ou une sur des services administratifs et un autre plus sur des services techniques. On se sent obligé, là, à mi-parcours de notre intervention, peut-être de faire la présentation de la carte postale de ce qu'est la communauté de communes Bray-EAVI. C'est 46 communes. Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement cette communauté de communes de l'autre côté de la Seine, présentation du territoire. Oui, on est sur le Pays de Bray. Je dirais, il y a une partie littorale, une partie Non, il n'y a rurale. pas de partie littorale. On est véritablement à l'intérieur des terres. Avec une chance en termes de tourisme, puisque ça me semble être un poumon vert assez important. On est sur la croisée d'axes de communication importants, A28, A29, avec un territoire très tourné sur la randonnée, puisqu'on a la chance notamment d'avoir l'avenue verte qui traverse une bonne partie de notre communauté de communes. C'est quoi ? C'est simplement une ancienne voie ferrée désaffectée
qui relie Paris à Dieppe D'accord. et qui permet notamment à beaucoup de touristes le week-end de se balader. En parlant de voie ferrée, vous êtes bien loti, vous? Niveau mobilité, voie Non, ferroviaire? non, mobilité, c'est un véritable problème. Pas de train? Pas de train, où il y a eu des trains, mais il n'y en a plus. Ouais. Donc effectivement, grosse difficulté. Pour l'emploi, pour la mobilité pour des l'emploi, jeunes, ouais. pour la mobilité des jeunes, effectivement. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la communauté de communes, on a notamment mis en place, il y a quelques mois, un dispositif qui s'appelle Être Seigneur en Bréavie, où on propose d'emmener les anciens au marché chaque jeudi et chaque samedi. Donc on fera un bilan à l'issue d'une phase expérimentale. Le dernier conseil communautaire du 11 avril, M. Bertrand, a été plus que tendu selon les avis de la presse spécialisée. 3 délégués ont voté contre le budget, une dizaine s'est abstenue. On vous reproche d'être trop dépensier, notamment au vu de la situation financière, voire déficitaire, selon les avis du futur centre aquatique, 300 000 € par an. Vous jugez, vous, à contrario, votre action plutôt équilibrée. Vous avez dans le collimateur les responsables de services auxquels vous demandez de réduire leurs dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les gens ne comprennent pas votre politique, ou alors c'est juste de la politique politicienne? Non, on est clairement sur de la politique politicienne. 3 délégués sur 68 qui votent contre, je crois... Ils ont fait du bruit. Oui, bien sûr, comme à chaque conseil communautaire. C'est le jeu. Moi, ce que je regarde, c'est l'action. On a quand même réussi à mettre en place cette communauté de communes issue de 3 communautés de communes totalement différentes au niveau des compétences, au niveau de la fiscalité, avec des beaux projets. Ce projet de centre aquatique, un peu plus de 7 millions d'euros. C'est énorme. Ça peut paraître énorme, mais soyez rassurés, les subventions publiques seront au rendez-vous. Et puis un déficit de 300 000 €, mais comme nous avons sur chaque territoire. Pour vous dire, nous avons quand même plus de 4 millions d'euros en situation de trésorerie. C'est la somme que j'avais lorsque je suis arrivé aux responsabilités, donc je ne pense pas être un président dépensier. Non, effectivement. Vous avez fait voter par le conseil communautaire de prendre à sa charge à peu près 80 €, je crois, pour chaque collégien et lycéen du territoire sur la facture familiale globale du transport scolaire. Là aussi, c'est une enveloppe de 70 000 € qu'il va falloir sortir, mais c'était nécessaire. Vous savez, moi je suis issu d'une famille modeste et je me souviens que la période de rentrée scolaire est toujours une période particulière. On est sur un territoire rural, on est sur un territoire avec beaucoup d'ouvriers et ça me semblait effectivement nécessaire que la communauté de communes qui a la compétence transport scolaire puisse venir en aide aux familles. 130 € par enfant en période de septembre, c'est pas rien. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on interviendra à hauteur de 80 € par enfant. Oui, c'est une enveloppe de plus de 70 000 €, mais ça me semble faire partie des priorités que j'ai souhaité mettre en œuvre sur le territoire. Au niveau des, on va dire, du chalandage des lycées et collèges sur la communauté de communes, c'est assez équilibré? Ou alors il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller dans un bon lycée? Oui, pour aller dans un lycée, c'est tout de suite 20 ou 30 km. On a la chance d'avoir différents collèges ensuite sur le territoire. D'accord. Quand on est à Mesnières-en-Bray, par exemple, ou à Bully, il faut... Quand on est à Mesnières-en-Bray, on est à 5-6 km. Oui, ça va. Quand on est aux Grandes Ventes, on est à 20 km. Ok. Le dossier qui fait parler actuellement, donc on y revient, c'est celui du futur centre aquatique de Neuchâtel. Une facture d'un peu plus de 7 millions d'euros, dont une partie sera soutenue par État, région et département, à hauteur, tout confondu, de 3 millions. Il en reste 4 à trouver, dont une partie repose sur l'éventuelle acceptation au contrat de ruralité. Ça serait 300 000 € en 2018, 300 000 € en 2019. Et la communauté de communes doit quand même débourser près de 3 millions d'euros. Oui, mais Il y a beaucoup d'éventualités là. Non, il n'y a pas beaucoup d'éventualités. Je me permets quand même de corriger. Okay. Nous avons eu 1,6 million du département, 1,6 million de la région. Ce sont des subventions acquises. Il y a quelques mois, grâce notamment au Premier ministre, nous avons eu la surprise, la bonne nouvelle d'avoir 500 000 € du CNDS, donc le développement du sport. Nous aurons également les contrats de ruralité, ce qui veut dire que nous aurons plus de 60% de subventions publiques. Le reste, ce sera un emprunt, mais ça sera également pris sur les fonds de roulement
que nous avons au niveau de la communauté de communes. Je parlais tout à l'heure d'un peu plus de 4 millions d'euros. Si je demande effectivement à mes responsables de service et à mes vice-présidents de faire des efforts dans les dépenses de fonctionnement, c'est bel et bien de manière à avoir l'argent nécessaire pour financer cet équipement sportif, équipement structurant. Vous savez, on n'a pas de piscine depuis quelques temps, on n'en aura pas avant novembre 2019. C'est la date d'inauguration ? Tout à fait. Donc je crois qu'au niveau de l'apprentissage de la natation, c'est plus qu'un besoin pour le territoire. On va parler de moutons, d'éco-pâturage. Ça se passe chez vous, aux grandes ventes, avec l'arrivée de 10 moutons pour entretenir une partie des espaces verts du complexe sportif. Est-ce que c'est une initiative de votre part ? Tout à fait. D'accord. On est sur quelque chose à la fois d'innovant, mais je crois aussi... Ça enlève en fait le service d'un personnel de la ville ou pas du tout ? Exactement. Nous avons une partie qui aujourd'hui devait être entretenue par la ville, au-delà du côté développement durable et du côté un peu ludique, puisque les enfants qui pratiqueront le sport pourront également profiter de la joie des petits moutons. Eh bien, c'est un temps de gagner pour les services techniques. Donc, le stade de foot va être tendu par les moutons ? Non, c'est pas le stade de foot, c'est autour du stade. D'accord, ok. On reste sur votre commune. Qu'en est-il de l'exaspération de vos riverains au sujet du passage des véhicules qui arrivent des départementales 22 et 915 ? Étonnamment, on apprend que c'est pas un souci de circulation, mais que c'est plutôt un souci de l'opérateur Orange. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Pas du tout. Les voitures qui font du bruit, qui traversent la commune, et suite à une espèce d'armoire électrique qui fait du bruit à chaque fois lorsqu'on passe devant. Ah, au niveau de la départementale 915 ? Ouais. Oui, c'est réglé. C'est réglé ? C'était aux grandes ventes. D'accord. Vous l'avez décoré l'armoire ou pas du tout ? Vous vouliez le faire ? Avec des graffitis, etc. Non, ça va venir, vous allez voir. On parle santé, on se dirige vers Saint-Saëns où on entend le ras-le-bol des médecins qui espèrent depuis 4 ans cette fois-ci une maison médicale. Où est-ce qu'on en est là, ce dossier ? Dossier là aussi ô combien important. Le premier permis de construire a été refusé. Un deuxième permis de construire vient d'être déposé il y a quelques semaines. Donc on espère cette fois-ci avoir un avis favorable de la municipalité. Contrairement à d'autres territoires, on a la chance d'avoir un promoteur privé qui accepte d'investir. On a la chance encore d'avoir 7 ou 8 médecins. On a le terrain. Ça coûte rien ou presque rien au niveau de l'État, au niveau du département, au niveau de l'ARS, au niveau de la région. On va parler d'un terrain inondable. Simplement, oui, mais le terrain, il n'est pas inondable. D'accord. On est plus là aussi sur une situation de politique politicienne. D'accord. Mais j'ai bon espoir. Ok. Économie. Au Pucheuil, cette fois-ci, les travaux vont se poursuivre pour que tout soit opérationnel, dit-on, d'ici la fin du mois, afin de rendre commercialisable la nouvelle zone d'activité. Il y a 6 hectares à la sortie des grandes ventes en direction de Dieppe. C'est peu, 6 hectares, ou c'est suffisant ? Non, c'est peu. Vous parlez effectivement de la zone du Pucheuil près de Saint-Saëns. La deuxième phase est quasi terminée. Ouais. Les fouilles archéologiques et préventives sont terminées et nous allons pouvoir commercialiser les terrains. On est déjà victime du succès puisque il va falloir envisager une 3e phase sur cette zone d'activité. On est sur un carrefour, endroit stratégique, un nœud de communication à 28 à 29. Et puis en parallèle de cela, aux grandes ventes, à la sortie de la commune en direction de Dieppe, on va effectivement construire une autre zone d'activité de 6 hectares, vous avez raison, mais qui sera plus à destination d'artisans, des petites entreprises qui recherchent du foncier pour éviter qu'elles partent sur d'autres territoires. Parce que l'objectif du développement économique, c'est aussi, certes, de créer, mais commencer par maintenir l'emploi sur le territoire. Et pour l'emploi sur le territoire, est-ce qu'il faut du très haut débit ou est-ce qu'il faut déjà du débit tout court ? On en est où là au niveau de la zone ? Les deux, mon capitaine. Bah oui. C'est la raison pour laquelle au niveau de la communauté de communes, puisque c'est une compétence, on met le paquet, on met plus de 150 000 euros chaque année avec Seine-Maritime numérique. Le très haut débit, la fibre, va arriver puisque les travaux devraient débuter dans les prochains mois sur l'ancien secteur du Pays Neufchâtelois. L'objectif, c'est que les 46 communes et 26 000 habitants puissent avoir la fibre à l'horizon 2021-2022. D'accord. Un sujet également qui est d'actualité, c'est la maison du pays de Bray, des territoires. C'est une construction. Écoutez, on est clairement là aussi dans l'actualité. Nous avions il y a quelques jours les assises du tourisme en Pays de Bray. Moi je suis persuadé qu'au niveau du tourisme il faut fédérer, il faut mutualiser, on ne peut plus
connaître la gare des clochers. Il est vrai qu'il y a encore quelques années ou quelques mois même, chacun voulait avoir son office de tourisme. Moi, je suis persuadé que lorsque le visiteur ou lorsque le touriste traverse, lui, il a besoin d'avoir une vision d'ensemble. Donc pourquoi pas faire comme dans d'autres départements, effectivement, un outil unique de manière à capter et à faire garder le touriste plusieurs jours chez nous. Parce qu'il y avait le pôle d'équilibre territorial et rural qui avait aussi une politique touristique, mais on ne fait pas doublon avec... Alors, aujourd'hui, le PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, effectivement, n'a pas encore la compétence, mais l'idée, c'est de revoir notre gouvernance de manière à mutualiser. Effectivement, je crois que ce serait le pays qui serait le mieux placé pour à terme avoir la main sur le tourisme. Il y a un festival qui démarre prochainement, je crois, c'est du 18 mai au 8 juin, festival culturel. Ça, une nouveauté. Vous y tenez? Ah, j'y tiens. Avec la particularité, c'est d'avoir une culture pour tous. La communauté de communes Bréavy, elle soutient déjà l'école de musique, elle soutient le conservatoire de musique à l'école, puisque toutes les écoles du territoire bénéficient d'intervenants musicaux. Et moi, je souhaitais qu'il y ait sur 3 semaines un festival, on mobilise 15 000 € avec de la magie, avec des soirées comptées, avec des soirées beaucoup plus populaires. Et on ira dans toutes les communes qui souhaiteront nous accueillir. Vous êtes peut-être l'un des hommes politiques qui va bénéficier de ce qu'on appelle une municipale anticipée, mais avec beaucoup de plaisir. 2020, c'est un casse-tête pour certains. Pour vous, ça va être plutôt une joie aux grandes ventes, car à force de vous surnommer depuis votre tendre enfance, monsieur le maire, l'hypothèse va se concrétiser en cours d'année. Vous allez devenir maire de votre commune, donc de l'émotion, de la satisfaction. Il y a un passage de relais qui se fait d'une façon presque charnelle. Oui, effectivement, le maire Annick Beaucornet, qui est aux commandes de cette commune depuis 1977, devrait passer le relais. En tant que premier adjoint, je suis pressenti. On n'est jamais certain, effectivement, des urnes. Je pense que c'est bien parti. Ça sera à la fois de l'émotion, une satisfaction, mais également de la continuité avec une proximité toujours accrue avec ses habitants. Merci Nicolas Bertrand. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.